Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hélène Mazière, je suis formatrice en communication empathique et bienveillante en Charente-Maritime. Et je devais faire une conférence le 26 mai à Moragne. Aujourd'hui, il était calme jusqu'à ce que... Essayez de comprendre pourquoi parfois il y a des énormes crises chez l'enfant alors que tout allait bien. Pourquoi quand on a passé une journée agréable, quand on veut quitter le parc, pourquoi l'enfant fait une crise? Donc c'était sur ce thème-là. Étant donné les mesures sanitaires, il va être difficile de réunir les 120 personnes initialement prévues dans la salle de Moragne. Aussi, je me permets de faire un petit extrait audio pour pouvoir vous partager sur ce thème. Aujourd'hui, il était calme. Pour commencer cette conférence, je vous propose de prendre déjà un temps et de réfléchir pourquoi quand un enfant n'est pas d'accord avec nous, quand un enfant commence à faire une crise, à se rouler par terre, comment se fait-il que nous soyons autant sur les nerfs? Comment se fait-il que nous ne réussissions pas à rester calmes? Ça, on va vite comprendre qu'en fait, c'est tout simplement parce que nous-mêmes, à ce moment-là, nous n'avons pas suffisamment d'énergie, nous n'avons pas suffisamment eu le temps de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de quelqu'un d'autre. Donc ça va être une des choses qu'on va comprendre rapidement en communication bienveillante, c'est que la bienveillance, elle commence d'abord par soi, pas d'abord pour les autres. Ça ne va pas être possible de fonctionner comme ça. Et ça, Jacques Salomé a pu le montrer via une image que je trouve très parlante, qui est l'image du coton d'alcool. Imaginez un enfant qui arrive avec un coton d'alcool et qui vous le passe sur le bras. Si vous êtes de bonne humeur, que vous n'avez pas de griffure à ce moment-là sur le bras ou de plaie, vous allez juste dire à l'enfant oh, « j'aime pas trop, c'est pas très confortable ». Par contre, si vous avez quelques griffures, voire des plaies un peu profondes, et que l'enfant arrive et passe ce même coton d'alcool sur le bras, on va se mettre à hurler de douleur. Là, ça révèle quoi? Ça révèle que l'enfant a juste montré ce qui se passait en nous. L'enfant, dans les deux cas, il a eu la même réaction de mettre un coton d'alcool. La réaction qui a changé, elle est chez nous. Ça veut dire qu'en fait, un enfant qui fait une crise et nous qui nous sentons dépassés par ça, c'est que ça révèle quelque chose en nous qui n'est pas suffisamment nourri ou qui a été blessé durant notre enfance. Donc c'est pour cette raison qu'il va être très important de commencer par prendre soin de soi. Non pas en culpabilisant, non pas en se disant je suis une mauvaise personne, je ne sais pas faire, mais plus comme ah, là je me rends compte que je ne suis pas en capacité à prendre soin de l'enfant et je vais lui signifier, je vais d'abord prendre soin de moi, je vais prendre un temps pour moi. Là tout de suite maintenant je ne suis pas en capacité à répondre à ta demande. Si l'enfant est trop petit et qu'on ne peut pas s'isoler un petit moment, on peut au moins se dire de quelle manière je peux prendre soin de moi à partir de maintenant pour pouvoir être le plus patient et le meilleur parent possible. En sachant qu'il n'y a pas de parents parfaits, il y a juste des parents en mouvement qui vont pouvoir donner son maximum chaque jour, et le maximum sera différent d'un jour à un autre, ça va dépendre de comment on se sent. N'empêche que, est-ce que je le verbalise à l'enfant? Est-ce que je suis en capacité à lui dire « Waouh, là je ne suis pas en capacité, devant toi je vais prendre le temps de faire quelques respirations pour pouvoir m'apaiser et pour pouvoir me ressourcer ». Là on peut se dire « Mais du coup, est-ce que je suis consistant face à l'enfant ?» Bien sûr que oui, vous êtes en train de lui montrer de quelle manière on peut se ressourcer quand on est fatigué. Et il n'y a pas meilleur outil que de montrer l'exemple. Les enfants sont des imitateurs, ils imitent tout ce qu'on fait. Donc essayons de leur montrer de quelle manière on prend soin de soi et ne pas se montrer comme des êtres surhumains qui ne craquent jamais, c'est pas vrai. Pas non plus comme des êtres contrôlants qui essaient de contrôler tout du début à la fin, c'est pas nourrissant non plus. Essayons de montrer à l'enfant que nous sommes imparfaits et qu'en même temps nous sommes en mouvement et toujours dans essayer de s'améliorer chaque jour. Dit comme ça a l'air simple. Ok, je vais prendre soin de moi.
Mais de quelle manière? C'est quoi prendre soin de soi? Beaucoup aussi vont me dire: «Ouais, mais j'ai pas le temps». J'ai 2, 3 enfants, voire plus si vous êtes un professionnel en crèche. J'ai pas le temps de prendre soin de moi. Sachez qu'on ne peut pas faire l'économie de prendre soin de soi. Vous serez d'une manière ou d'une autre dans cette obligation de d'abord être empathique envers vous-même, de prendre ce temps-là, en sachant que ce temps-là, ça peut être juste 1 minute. Si vous mettez 1 minute chaque heure rien que pour vous, ça fera déjà une différence, parce que j'imagine qu'actuellement, vous vous donnez 0 minute par jour. Donc 1 minute chaque heure où vous êtes réveillé, ça fait déjà 12 fois 1 minute où vous allez pouvoir prendre ce soin envers vous-même, avoir cette conscience de je prends soin de moi. Donc, quand vous allez sentir qu'à l'intérieur de vous, votre taux de patience et d'énergie est en train de se vider, se vider, se vider, se vider, vous allez pouvoir déjà prendre le temps d'en prendre conscience. Parce que généralement, notre énergie, elle est en train de se vider, vous êtes de plus en plus fatigué. Et en fait, vous continuez. C'est un peu comme si votre voiture commençait à avoir des voyants qui s'allument, des bruits bizarres qui apparaissent, mais vous n'en prenez pas conscience et vous ne voulez pas le voir et vous continuez à rouler et vous allez tomber à la panne sèche. C'est exactement ce qui se passe pour nous quand on parle de burn-out. Généralement, c'est ça. On n'a pas été vérifié pourquoi ça commençait à faire mal, pourquoi on commençait à être agacé, pourquoi on manquait de patience, pourquoi tous ces voyants commençaient à s'allumer de tous les côtés. On a continué, 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 on a rongé notre frein, et à un moment donné, ça casse. Et la façon dont ça casse, généralement, c'est qu'on se met à hurler sur l'enfant, voire parfois peut-être à lui donner une tape. Ce qui est en dehors de ce qu'on a envie de faire. Parce que quand on est au calme, quand on pense à l'enfant, on a envie de le protéger. Et si on voyait quelqu'un faire du mal à notre enfant, on voudrait là aussi le protéger. Donc on voit bien que ce n'est pas ce à quoi on aspire, mais c'est ce à quoi on arrive quand on s'est oublié soi-même. Donc 1 minute, pas plus, pour prendre soin de soi, 1 fois par heure, c'est pas grand-chose. Une des choses que vous pouvez prendre, et qui prend moins d'1 minute, c'est prendre le temps de respirer. On ne prend pas le temps de respirer et du coup on est mal oxygéné. Si on est mal oxygéné, notre cerveau il fonctionne moins bien. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est de souffler comme si vous aviez une paille dans la bouche. Donc on va souffler un tout petit filet d'air par la bouche. Et quand vos poumons sont vides, vous allez rester 2-3 secondes les poumons vides et laissez juste naturellement vos poumons se re-remplir d'oxygène. Ça, vous ne le contrôlez pas, vous laissez juste votre corps se réoxygéner naturellement. Vous restez 2-3 secondes, les poumons bien remplis, et de nouveau, vous faites comme si vous souffliez dans une paille. Deux, 3 secondes, vous restez. Et naturellement, vous prenez le temps de respirer. Là, on va le faire 3 fois. Vous allez voir que ça prend pas beaucoup de temps. Je vais le faire avec vous, mais faites-le à votre rythme. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités au niveau des poumons. Rien que là, en prenant ce temps de souffler et de bien respirer, vous allez voir que vous avez un autre rythme en vous. C'est quelque chose de plus calme, plus apaisé.
La deuxième chose que vous pouvez faire, quand vous sentez que les jauges commencent à s'allumer un peu partout, ça commence à faire des bruits bizarres, dans ce cas-là, vous pouvez aussi prendre soin d'écouter une musique que vous appréciez, quelque chose qui vous met de bonne humeur ou quelque chose qui vous apaise. En tout cas, avoir ce lien avec quelque chose d'extérieur qui fait que ça vous met dans une atmosphère, dans une ambiance différente. Et vous allez voir que les enfants sont très accrochés à comment nous nous sentons. Donc si vous mettez une musique qui vous met en joie, qui vous met de bonne humeur, que même peut-être vous vous laissez à chanter ou à danser, vous allez voir que l'enfant va vouloir vous suivre et que ça va faire quelque chose de beau, ça va faire du lien et ça va mettre de la bonne humeur pour tout le monde. Quand on est de bonne humeur, quand on est d'une humeur joyeuse, même si c'est vous qui avez été enclenché ce bouton-là exprès, ça va aussitôt enclencher en vous des hormones qui s'appellent l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du bien-être. Donc, dès que vous allez avoir cette hormone de bien-être qui va apparaître, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Autre chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer de prendre le temps de regarder au loin. Si vous habitez en campagne ou si vous avez une vue sur un jardin, prendre le temps de regarder au loin va aussi apaiser le cerveau. Plutôt que d'être toujours dans qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce que l'enfant est en train de faire, etc. Prendre juste 15 secondes pour regarder au loin et juste essayer de voir le plus loin possible, sans essayer de faire quoi que ce soit d'autre que regarder au loin. Vous allez voir que là aussi, ça va vous apaiser. Votre cerveau n'est plus en train de calculer qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a comme bruit, etc., etc. Ça va apaiser votre cerveau pendant les 15 secondes où vous allez faire ça. Vous allez aussi pouvoir amener du mouvement tout en regardant au loin. Vous pouvez essayer de vous étirer en mettant les bras les plus hauts possible et en faisant comme un soleil de chaque côté, en laissant retomber vos bras petit à petit. En vous étirant au maximum, vous allez voir que là aussi ça va amener une détente, voire pourquoi pas amener à un bâillement. Soit vous allez essayer de forcer un peu ce bâillement, soit il va venir naturellement. Et là aussi, ça va venir détendre profondément votre corps et les muscles qui étaient tendus. Si vous êtes avec des enfants, ça peut être aussi faire une activité spéciale avec eux, comme aller courir dans le jardin, et allez-y, courez avec eux. Ça peut être aussi faire de la pâte à modeler, où on va aller triturer avec ses mains, etc. Et faites-en avec eux. Autant vous, ça va vous détendre, l'enfant va aussi voir de quelle manière vous vous détendez et ce que vous faites avec cette pâte à modeler. Donc là, ça fera le double effet qui est cool, ça veut dire que ça va faire du bien autant à l'enfant qu'à vous. Et si vous êtes parent et que vous avez un peu plus de liberté, vous pouvez aussi prendre le temps de chanter à tue-tête, mais vraiment très fort cette fois, pour vous défouler, ce qu'on ne peut pas trop faire en crèche, ou alors il faut vraiment que les collègues soient au courant. Vous pouvez aussi vous amuser à sauter sur place si vraiment vous sentez beaucoup de colère à l'intérieur. Essayez de sauter sur place en essayant de faire des sons qui sont graves quand vous allez arrêter de sauter sur place. Parfois aussi, ça peut être prendre le temps d'aller boire de l'eau. Très généralement, quand on s'occupe d'enfants en bas âge, on est tellement accaparé, on est tellement stimulé par des demandes multiples qu'on oublie nos besoins vitaux, qui sont s'hydrater, mais aussi d'aller aux toilettes. Plein de fois, j'ai pu observer auprès des professionnels de l'enfance, quand je fais des observations en crèche, des professionnels qui ne vont pas aux toilettes de toute la matinée. Pendant des heures et des heures, elles ne boivent pas, elles ne vont pas aux toilettes. Et quand je leur demande, elles me disent « j'ai pas le temps ». En fait, c'est qu'on ne prend pas le temps. Vraiment, ça, ce sont des choses vitales. Est-ce que vous vous arrêtez de respirer parce que vous n'avez pas le temps? Non. Donc là, vraiment, se redire que boire de l'eau, aller aux toilettes, ce sont des besoins vitaux. Donc, on prend le temps de le faire. Et vous allez voir que ce temps que vous considérez comme perdu d'aller boire et de s'organiser pour aller aux toilettes pendant qu'une autre professionnelle vient surveiller les enfants,
Ça va vraiment vous faire du bien parce que vous allez revenir beaucoup plus patiente. Quand on a envie d'aller aux toilettes et qu'on n'y va pas, je peux vous dire que la patience, elle n'est pas vraiment là, pareil quand on a soif. Et l'autre chose que je peux vraiment vous conseiller, vous pouvez autant le faire avec les enfants que vous, toute seule ou tout seul, c'est de prendre le temps de faire des relaxations. Et là, c'est ce que je vais vous proposer maintenant. C'est un début de relaxation. Alors, elle va être très courte, mais vraiment, les petites relaxations ont vraiment beaucoup d'effets sur comment on va se sentir et quel est notre état de patience et d'énergie après. Je vais donc vous faire une relaxation inspirée du livre Calme et attentif comme une grenouille d'Eline Snell. Et je vous propose là de vous installer confortablement. Peut-être vous caler avec des coussins, vous allonger. En tout cas, vous mettre dans une position où vous pourrez tenir 5 minutes en étant pleinement confortable. Et quand c'est le cas, vous pourrez fermer vos yeux. Parfois, vous avez besoin de faire une pause et d'avoir quelques minutes rien que pour vous. Vous avez trop de choses dans la tête. Vous sentez que ça ne va plus. Alors pour l'instant, arrêtez tout. Vous arrêtez quelques instants de devoir faire quelque chose. Vous vous arrêtez à vous obliger à faire des choses et vous ralentissez. C'est le moment d'appuyer sur le bouton pause. Et pour cela, vous allez faire attention à votre respiration quelques instants. Vous allez faire attention à votre respiration et observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez un moment pour sentir comment vous allez, là maintenant. Comment ça se passe à l'intérieur? Est-ce que vous vous sentez bien? Ou tendu? Ou fatigué? Ne changez rien à ce que vous ressentez. Observez simplement ce qui se passe en vous, là maintenant. Prenez le temps d'y faire attention. Un moment d'attention plein de douceur. Ne vous demandez pas si ce que vous ressentez est bien ou pas. Il s'agit simplement de sentir comment vous allez et d'y faire attention avec toute votre bienveillance. Avec une attention douce, je vous invite à souffler doucement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Puis laissez vos poumons se remplir pleinement, sans forcer, sans diriger. Peut-être remarquez-vous que votre respiration est devenue plus profonde et détendue, ou bien qu'elle est encore un peu inquiète. Prenez alors
le temps de souffler à nouveau, puis de laisser vos poumons se régénérer. Votre corps se détend et s'apaise. Vous vous sentez détendu. En appuyant sur le bouton pause, vous vous donnez un moment pour bien respirer. Et quand vous avez fait une pause, vous pouvez repartir, comme si vous aviez fait le plein de calme et de repos. Faites régulièrement des pauses avant que le réservoir ne soit complètement vide. Je vous souhaite une très belle journée. Très souvent, face aux crises des enfants, vient la question des parents, mais est-ce que je ne suis pas trop laxiste ou trop autoritaire ? Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un adulte qu'on considère comme bienveillant n'est pas un adulte qui va satisfaire tous les désirs de l'enfant. On n'est pas là pour satisfaire les désirs de l'enfant. Par contre, un adulte bienveillant, c'est un adulte qui va tout faire pour répondre aux besoins vitaux de l'enfant. Et très généralement, les besoins vitaux sont méconnus. Donc je vais vous en présenter quelques-uns. Le premier besoin extrêmement important, c'est le besoin de présence, le besoin de contact physique et de contact physique affectueux et plein d'attention. Il faut vraiment voir le besoin de présence et de contact physique comme un besoin vital. Il y a eu des expériences très difficiles à regarder d'ailleurs, faites sur des petits singes, pour essayer de comprendre justement ce besoin vital d'attachement et de contact physique affectueux et chaleureux. Ça s'appelle les expériences de Harlow, qui ont été faites par Monsieur Harlow. Ces expériences montrent un petit singe qui a le choix entre une maman représentée en fer, en fil de fer, mais qui offre un biberon pour qu'il puisse manger, et une autre maman singe représentée en peluche qui est chaude et douce. Systématiquement, le bébé singe va aller s'accrocher sur la peluche qui est chaude et douce. Et si vraiment il a faim, il va tendre le cou pour essayer d'attraper le biberon. Ou alors, si vraiment ce n'est pas possible, il va vite quitter sa maman toute douce, boire le biberon à toute vitesse et retourner dans la chaleur de la peluche. Donc on voit bien que les contacts physiques sont vitaux. On a aussi pu le constater, hélas, dans les orphelinats en Roumanie, il y a pas mal de dizaines d'années de ça, où en fait, les enfants étaient nourris, étaient changés, on faisait le maximum pour eux, mais ils étaient tellement nombreux qu'en fait, on les laissait dans leur landau sans leur apporter d'attention particulière. Et rapidement, on a vu des enfants qui se laissaient mourir ou qui développaient des troubles de type autistique. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient autistes, mais en tout cas, ils commençaient à se balancer, à se mordre et à avoir des comportements qui n'étaient pas ceux de leur âge. Donc on voit bien que le manque de contact et le manque de chaleur et de présence va amener un défaut dans le développement du cerveau et le développement corporel de l'enfant. Cela ne va pas être bon pour lui. Il a besoin d'une présence et de contact physique affectueux. Il a besoin d'une attention vraiment soutenue. L'autre chose, c'est que l'enfant a besoin d'être écouté et accueilli dans tout ce qu'il est en train de vivre. Et là, je vais vous parler du coup d'écouter les émotions de l'enfant. Trop souvent, quand un enfant tombe, par exemple, on lui dit « c'est rien », alors qu'il a eu mal, ou peut-être qu'il a eu peur, et il a besoin d'être reconnu dans ce qu'il vient de vivre, même si nous, de notre point de vue d'adulte, il ne s'est pas passé grand-chose. Pour l'enfant, ça a été une expérience qui lui a fait peur, qui lui a fait mal, et il a besoin de mettre des mots là-dessus. Et tant que des mots n'ont pas été posés,
que va-t-il se passer? Un enfant qui est juste tombé un petit peu et qui a eu peur, on lui dit c'est rien, il va réagir comment? Il va peut-être pleurer encore plus fort. Et on va lui dire mais c'est rien, tu fais une comédie là. Mais lui, c'est sa manière à lui d'être entendu. Imaginez que vous vous adressez à votre conjoint ou à votre conjointe et que vous lui dites au fait, t'as ramené du pain? Il vous répond pas. Est-ce que tu m'entends là? T'as ramené du pain ou pas? Est-ce que t'as ramené du pain? On va le dire de plus en plus fort jusqu'à ce que notre message soit entendu. L'enfant, c'est pareil. Il a besoin d'être entendu et reconnu dans ce qu'il est en train de vivre. Donc, essayons au maximum d'écouter les émotions de l'enfant. Même si notre point de vue est différent, même si notre expérience, notre monde intérieur est différent, acceptons la différence. L'exemple que je prends souvent, c'est imaginer que je trace un 6 devant moi. Pour moi, c'est un 6. Mais pour la personne en face, ça représente le chiffre 9. Donc on voit bien que suivant là où on est, on n'a pas le même point de vue. Ça ne veut pas dire que j'ai plus raison que l'autre. C'est juste que de là où j'en suis, moi je vois un 6 et l'autre voit un 9. Donc même si pour nous, l'enfant qui est tombé, on a l'impression qu'il le surjoue, ça c'est une interprétation, c'est notre interprétation par rapport à notre vision du monde. Pour l'enfant, il a besoin d'être entendu et accompagné. Et plus on va mettre de mots sur ce que l'enfant est en train de vivre, plus on va faire des descriptions objectives de ce qu'il est en train de vivre, et en faisant des suppositions sur peut-être que tu as eu peur, peut-être que ça t'a effrayé, le chien qui a aboyé. Plus on va faire ça, plus ça va rassurer et sécuriser l'enfant, plus il va être avec la possibilité de faire face à des choses étranges pour lui ou des choses pas familières. Il aura plus de facilité à dépasser ses peurs et du coup à avancer dans la vie. L'autre chose, c'est que les enfants ont besoin que l'on fasse avec eux. Ils ont besoin de connexion, ils ont besoin d'encouragement. Et ça va se tenir sur de quelle manière, quelle est la qualité de ma présence. Parce que le besoin de faire ensemble, ça ne veut pas dire faire à la place de l'enfant. Et très généralement, on a envie de bien faire et on fait à la place de l'enfant. Si on écoute le besoin de l'enfant, on va plutôt être présent et l'encourager, que ce soit par un regard, par un geste. Tout ça, l'enfant en a besoin pour continuer à avancer. On est là, présent, disponible pour l'enfant, il joue, ça fait un quart d'heure qu'il n'a pas besoin de nous, on se dit « je vais aller téléphoner à ma copine ». Et là, on se lève, on commence à composer le numéro, à ce moment-là, l'enfant arrive et il a besoin de nous. Et on se dit « mais c'est pas juste, pourquoi il me fait ça ?» En fait, il a besoin de votre présence. Et il a besoin, même quand vous êtes juste là, vous êtes avec lui, et du coup, vous faites ensemble. Ça peut paraître étrange, mais pour l'enfant, ça le structure et ça l'aide à se concentrer. Donc, aidons-le en étant pleinement présent et en pouvant formuler aussi à quel moment on n'est pas disponible. Là, je vois que tu aimerais que je te regarde encore à faire des piles de cubes. Là, je vais aller cuisiner. Donc je vais te laisser un petit peu tout seul. Si tu veux être à côté de moi, tu peux emmener la caisse de cubes et le faire sur ce petit tapis rond ici dans la cuisine. Pas ailleurs parce que je cuisine. Mais juste ici, c'est possible. L'autre besoin qui nous, adultes, peut vite nous fatiguer, c'est que les enfants ont un énorme besoin de bouger. Et c'est pas seulement un besoin de bouger juste parce qu'ils auraient envie de bouger. C'est vraiment un besoin vital. Lorsqu'un enfant bouge, se met en mouvement, ça lui permet de structurer son cerveau et d'être dans de meilleurs apprentissages. Moi, j'ai vu parfois mes enfants réviser leur table de multiplication en sautant partout. Ils n'arrivaient pas à être statiques, assis derrière une chaise et à apprendre leur multiplication d'une manière posée, calme, etc. Ils l'apprenaient en mouvement. Tout comme on voit aussi parfois les enfants qui ont besoin, pour apprendre certaines poésies par exemple, de presque les chanter. Et du coup aussi de mettre leur corps en mouvement. Et à partir du moment où il y a du ludique, où il y a quelque chose de l'ordre de la vie qui se met en place avec le mouvement, avec la joie de le faire, vous allez voir que les apprentissages vont être beaucoup plus rapides que d'être collé derrière une table et ne pas pouvoir bouger.
quand on bouge, quand on est dans la joie, quand on est dans l'expression, dans notre cerveau, ça va déverser cette hormone de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du bien-être, c'est l'hormone du lien, c'est l'hormone de la coopération. Donc, on en a réellement besoin. Il faut voir que quand on a de l'ocytocine dans le cerveau, il y a plein d'autres choses qui vont se passer, comme par exemple la fabrication de BDNF qui vont être là pour fabriquer de nouveaux neurones. C'est ce qu'on appelle la neurogénèse. Grâce à ces molécules de BDNF, qui peuvent être fabriquées grâce à la présence de l'ocytocine, ça va permettre à l'enfant de faire de nouveaux apprentissages et de mémoriser de nouvelles choses. Donc on voit cette grande importance pour l'enfant de bouger. Donc à nous de voir de quelle manière je permets à l'enfant de bouger, ce qui va être permis ou pas permis. Si on sent que l'enfant a besoin de bouger alors qu'on est dans une toute petite salle, peut-être qu'on peut lui proposer d'aller courir un coup dans le jardin ou d'aller faire un jeu en sautant dans le jardin. Ou s'il pleut et qu'on ne peut vraiment pas sortir, proposer un coussin, tenir la main de l'enfant et lui proposer de sauter le plus haut possible pour bien se défouler et bien décharger les tensions qui sont dans son corps. Dans le cerveau de l'enfant, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le cerveau d'un enfant est fortement immature. Le cerveau humain n'est pas mature avant 25-30 ans, en sachant que les dernières structures qui vont être matures, c'est celles qui sont au niveau du cortex préfrontal, donc juste au niveau de notre front. Ces structures vont être les dernières à maturer et c'est celles qui permettent justement de réguler les émotions. Donc un enfant tout petit, avant 6-7 ans, il peut que difficilement contrôler les émotions, en sachant que tout ce qu'il vit est beaucoup plus fort, il n'a pas la même vision du monde, il n'a pas les mêmes sensibilités au monde que nous. Donc nous, quand on vit quelque chose de banal, pour l'enfant, c'est une expérience très riche, très forte, et il a besoin d'être accompagné pour mieux la vivre et mieux maturer son cerveau. Donc les émotions, vous les connaissez ? Les émotions de base, c'est-à-dire les émotions qu'on va retrouver un peu partout dans le monde, ça va être la colère, la tristesse, la joie, le dégoût et la peur. Tout ça, ce sont les 5 émotions de base qu'on va retrouver partout sur la planète Terre. Et elles ont une fonction, chacune a un intérêt. C'est pour justement s'adapter au mieux à notre environnement. Quand on est en colère, ça permet de restaurer quelque chose qu'on a vécu et qui nous semblait injuste. Quand on dit non, je ne suis pas d'accord, ça c'est de la colère. Et je m'affirme face à quelque chose. Donc c'est intéressant d'être en colère et de s'affirmer. Sinon, on se retrouve à 40 ans à faire des stages pour pouvoir apprendre à dire non. Je suis sûre que ça parle à certaines personnes. Donc la colère, qui a mauvaise presse, elle est vraiment utile, elle permet de s'affirmer. La tristesse, c'est quand on a perdu quelque chose. On a besoin de faire une phase de deuil. Et même si c'est un petit caillou, et que nous, adultes, on dit mais il y en a 10 000 à tes pieds, t'en choisis un autre. Ouais, mais ce caillou-là qu'il avait trouvé, il ne le retrouvera pas. Et il a besoin de faire cette phase de deuil et qu'on puisse lui dire tu te sens triste, tu l'aimais bien ce caillou, t'aurais vraiment aimé le retrouver. Ça fait de la peine de perdre un caillou. Là, l'enfant, il est en train de faire une expérience qui est nourrissante pour lui. La peur, elle, va permettre de faire face à un danger. Quand j'ai peur, c'est que mon cerveau archaïque s'enclenche. Le cerveau archaïque, c'est le cerveau de la survie. Donc, qui va enclencher aussitôt des réactions de protection. La peur, elle est là pour me protéger. Et la joie, elle aussi, parfois on a du mal à l'accueillir, parce que la joie, elle fait du bruit, elle met en mouvement, et pour autant, tous nous sommes à la recherche de cette émotion qui est la joie. Donc permettons à l'enfant de l'exprimer dans un cadre qui soit OK pour nous. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, toutes ces émotions, OK, mais ce que je comprends pas, c'est la crise. Pourquoi l'enfant parfois fait des crises énormes et qui n'ont rien à voir avec ce qui est en train de se passer ? Et effectivement, vous avez raison là-dessus. Quand un enfant est en crise, il n'est pas sous le coup d'une émotion. Il est sous le coup d'une décharge de stress. Alors,
Qu'est-ce qu'une décharge de stress? Quand un enfant est sous stress, c'est qu'il s'est passé plusieurs événements, plusieurs émotions peut-être sont passées, et l'enfant n'a peut-être pas eu l'occasion de recevoir une écoute à ce moment-là. Ou peut-être que ce qui vient de se passer, l'événement est trop important, trop fort en lui, et que ça a un impact qui fait que les hormones de stress vont monter en flèche, par exemple, dans son cerveau, ou alors se sont trop accumulées, son cerveau n'a pas réussi à les éliminer au fur et à mesure, et du coup, dans son cerveau, que ce soit soudain ou que ce soit quelque chose de répétitif qui est amené à ça, il y a beaucoup trop d'hormones de stress dans son cerveau. Dans ce cas-là, c'est un peu comme notre compteur électrique avec les plombs qui sautent. C'est exactement ça. Le cerveau, parce qu'il y a trop de stress, trop d'hormones de stress, cortisol et adrénaline dans le cerveau, les plombs disjonctent. Je pète un plomb, d'accord? Ça va être la même chose pour l'enfant. À ce moment-là, il y a quelque chose qui lâche dans son cerveau et toutes les tensions accumulées par le stress vont sortir d'un coup. C'est le cas quand un enfant a passé une excellente journée d'après la professionnelle de crèche et que nous on vient le chercher et que à ce moment-là l'enfant fait une crise énorme et que 2 secondes après la crise l'enfant sourit à nouveau, on se dit mais c'est comment je peux comprendre ça? Tout simplement, l'enfant a passé une bonne journée en soi auprès de la professionnelle ou du professionnel. Il a passé une bonne journée, n'empêche qu'il s'est passé des petites choses et puis il se sentait pas suffisamment peut-être confortable pour les partager, peut-être trop intime. On lui a volé son doudou ou elle a tiré les cheveux et puis elle a été grondée et puis elle a pris sur elle pour voilà, mais je sais pas trop, c'est la première fois qu'on me crie dessus, etc., etc. Peut-être que l'enfant ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, il y a un ensemble de choses qui se sont accumulées. Arrivé en fin de journée, toutes ces petites tensions, c'est des petites choses qui se sont accumulées, ça devient une grosse boule de neige qui a besoin d'être cassée. Et là, l'enfant, il va choisir la personne en qui il a le plus confiance pour lâcher toutes ces tensions, c'est son parent. Nous, on fait exactement la même chose avec nos amis. Quand vous n'allez pas forcément très bien et que vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup, qui vous dit alors ça va? Vous allez dire oui, oui, ça va. Vous n'allez pas commencer à lui raconter votre vie. Vous croisez votre frère, votre sœur, votre super ami, il vous demande si ça va et là vous éclatez en sanglots et vous lâchez tout. Et en même temps ça vous fait du bien et vous le remerciez de vous écouter parce que qu'est-ce que ça fait du bien de lâcher tout ça. Votre enfant c'est pareil. Et peut-être que même vous, à la fin de la conversation avec votre frère, votre sœur, votre ami, peut-être même que vous allez rire. Oh là là, mais je me mets dans des états parfois. Mais parce que vous vous sentez mieux. Et c'est exactement la même chose pour l'enfant. Il lâche toutes les tensions de son corps. Il lâche tout. Et une fois qu'il a tout lâché, ah, je suis de nouveau dans mon état normal. Et vous avez une chance incroyable. C'est que dans un état normal, votre enfant est en bonne santé et il sourit et il est de bonne humeur de nouveau. Donc c'est pas qu'il essaie de vous mener par le bout du nez. Pas du tout. C'est juste que vous avez un enfant sain, en bonne santé, qui a su décharger toutes ses tensions et qui vous fait confiance. Remerciez-le pour cette confiance. En tout cas, ce qui va être vraiment important de comprendre, c'est que le cerveau des enfants est très fragile, très vulnérable, et que son immaturité fait que jusqu'à 6-7 ans, il fait beaucoup de crises. Après, ça va dépendre aussi du tempérament de l'enfant. Il y a des enfants qui font plus de crises que d'autres. En tout cas, c'est vraiment dû à la maturation de zones dans le cerveau qui vont permettre à l'enfant de mieux contrôler ses émotions. C'est pour ça que très souvent on a cru que le cerveau des enfants était mature dès 7 ans, l'âge de raison, comme on disait parfois. C'est parce qu'il y a une phase, effectivement, après 6-7 ans, où les émotions sont un peu mieux contrôlées. N'empêche que le stress est toujours extrêmement nocif pour leur cerveau qui est très fragile et très immature. Donc, gardons en tête que le stress répété dans le cerveau va non pas construire de nouveaux neurones, mais venir détruire les neurones. Et ça va bloquer le fait de pouvoir former de nouvelles connexions synaptiques, donc entre les synapses dans le cerveau.
alors que c'est une zone essentielle pour les apprentissages et pour le développement de l'enfant. Donc pour essayer d'aider l'enfant à faire face au stress, ça va être aussi de lui permettre tout simplement d'avoir une autre hormone qui va contrer le stress, c'est l'ocytocine. Et pour ça, je vais vous proposer différents petits jeux que vous pouvez mettre en place avec l'enfant. Par exemple, lorsque vous voyez qu'un enfant vient de vivre quelque chose de joyeux ou de difficile, essayez de mettre des mots dessus. S'il recherche votre regard, mettez des mots dessus. S'il ne recherche pas votre regard, approchez-le doucement. Mettez-vous à sa hauteur et essayez de l'interroger du regard pour savoir si ça va ou pas. Si vous voyez que ça n'a pas l'air très facile pour lui, essayez de mettre quelques mots. J'ai l'impression que c'est pas facile ce que tu vis là. Et on laisse des temps de silence. Pierre a pris ton jeu, c'est ça? Toi, tu voulais pas prêter. Est-ce que tu as besoin qu'on aille voir Pierre tous les deux pour lui demander? Et là, vous êtes en train de faire de la médiation entre deux enfants. Vous allez de nouveau vous mettre à hauteur des deux enfants, entre les deux, en leur touchant les épaules tous les deux. Pierre, je crois que Jacques, il a quelque chose à te dire. Par rapport, tu sais, au jeu que tu lui as pris des mains tout à l'heure. Et on va aider. Et si l'enfant n'a pas la parole, on va là aussi mettre des mots, faire des propositions. Et petit à petit, c'est parce que l'enfant entend de quelle manière on peut régler les problèmes sans mettre de violence, sans crier, sans arracher de nouveau des mains pour récupérer son jeu. C'est là où l'enfant va pouvoir avoir des exemples concrets à imiter. L'autre chose, si vous accueillez un enfant et que vous voyez que l'enfant arrive un peu stressé, un peu tendu, vous pouvez par exemple proposer des temps de massage avec des balles. Le massage, le toucher bienveillant, en quelques secondes, ça va déclencher une décharge d'ocytocine. Ça peut être installer une ambiance chaleureuse, s'installer sur des coussins tout doux avec des livres et pouvoir se poser avec toute une pile de livres, des coussins, des couvertures. Ça fait plein d'ocytocine, ça fait comme un cocon pour l'enfant qui va vraiment apprécier ces moments de calme qui lui permettent de sécréter de l'ocytocine. Ça peut être aussi proposer des temps de yoga, surtout en ce temps de période de Covid-19 où on ne peut pas forcément se toucher ou toucher les enfants. On va peut-être se permettre de faire des séances de yoga, pourquoi pas dans les crèches, où on va prendre il existe maintenant plein de petits fascicules avec des grandes images A4, avec des positions qui sont dessinées pour les enfants et qui sont très imagées et qui vont permettre à l'enfant de faire comme l'adulte et d'avoir aussi ce visuel devant lui où on va faire comme le papillon, on va faire comme la grenouille, etc. Ça aussi, ça va permettre de détendre tout le corps, de mieux respirer et de fabriquer de l'ocytocine. Donc, aménageons l'espace pour que l'enfant soit le plus détendu possible. C'est dans ces conditions-là qu'il pourra le mieux vous écouter. En tout cas, face aux crises des enfants, les réponses qu'on peut donner parfois, c'est de mettre à l'écart, c'est de punir l'enfant. Je ne pense pas que ce soit judicieux, tout simplement parce que ça va à l'encontre de ce qu'on a compris du fonctionnement du cerveau. Si un enfant qui vient de faire une crise reçoit un stress supplémentaire en étant mis à l'écart, en étant isolé, en étant puni ou il s'est fait crier dessus, ça rajoute des hormones de stress qu'il avait déjà beaucoup trop dans le cerveau. Donc en fait, ça va faire l'effet inverse. Et parfois on se dit ouais mais si ça marche, il arrête sa crise. C'est qu'en fait, son cerveau au bout d'un moment est tellement saturé de stress qu'il devient comme bloqué. Ça veut dire qu'il n'est pas sage et il n'est pas en train de comprendre la leçon, il est juste en train d'avoir le cerveau totalement bloqué.
Donc, est-ce que c'est un cerveau bloqué qu'on veut faire pour l'enfant ou c'est un cerveau qui est en capacité à faire des nouveaux raisonnements, des nouveaux apprentissages avec des règles qu'on va donner et qui vont pouvoir être retenus? On voit bien que plus il y a de stress, moins il y a d'apprentissage, plus il y a d'ocytocine et de confiance dans la relation, plus les règles nouvelles seront facilement apprises. Donc, lorsqu'on va mettre un enfant à l'écart, en fait, l'enfant, il va surtout se sentir rejeté et ça va augmenter son stress, comme je viens de dire. Et l'autre chose, c'est que quand un enfant est mis à l'écart, le rejet, on est des êtres profondément sociaux, et le rejet qui va être vécu à ce moment-là sur son cerveau très immature va créer vraiment une zone de souffrance dans son cerveau. Et on voit vraiment le cerveau au niveau de la douleur qui va s'activer quand un enfant est isolé. Donc on voit que c'est pas du tout ce qu'on va rechercher. En sachant aussi que le cerveau fonctionne par association. Et donc dès que l'enfant va entendre « va t'asseoir pour réfléchir » alors qu'il souffre, il va juste croire que quand il prend un temps pour réfléchir, c'est une souffrance. C'est pas forcément ce qu'on a envie de lui enseigner non plus. Il va aussi croire que faire des erreurs égale douleur, souffrance. C'est pas non plus ce qu'on a envie de lui transmettre. Ce qu'on a envie de transmettre, c'est qu'on a le droit de faire des erreurs et on a le droit d'aller réparer son erreur. Et pour ça, il faut que son cerveau soit disponible, donc plein d'ocytocine, pour pouvoir être dans ce mouvement de vie, d'aller revoir ses erreurs et d'aller corriger ce qu'il y a à corriger. Donc comment on va aider un enfant à surmonter ces crises? C'est déjà au quotidien, lui permettre par exemple de bouger. Parce que comme on l'a répété aujourd'hui, bouger, ça va diminuer l'effet de stress, ça va diminuer les tensions dans son corps. Ça va être aussi de faire attention, est-ce que l'enfant est fatigué? Est-ce qu'à un moment donné, j'aurais pu lui proposer d'aller se reposer et que j'ai raté le coche et que du coup, là, l'enfant, il n'est pas de bonne humeur et très actif. En fait, il est extrêmement fatigué et au bout du rouleau, qui va amener des décharges de stress là aussi. C'est aussi donner des explications au fur et à mesure que l'enfant va grandir, on va lui expliquer comment fonctionne son cerveau et de quoi son cerveau a besoin pour s'apaiser. Donc c'est pour ça que faire des relaxations devant l'enfant, apprendre à respirer pour se calmer devant l'enfant, ça lui enseigne aussi à lui à se calmer et avoir des outils concrets pour retrouver le calme en lui. Ça va être aussi, comme je le partageais, être à l'écoute des émotions de l'enfant, reconnaître son émotion, la reconnaître comme vraie entre ce qu'il est en train de vivre et là l'événement. Et vraiment, le fait de mettre des mots, ça va diminuer l'intensité de l'émotion qui est ressentie par l'enfant. Et en plus, ça l'aide à avoir du vocabulaire. Au fur et à mesure qu'il va grandir, il va pouvoir dire ce qu'il ressent à l'intérieur. C'est aussi offrir un contact physique bienveillant. Ça va apaiser tout son corps, tout son cerveau. Le contact physique bienveillant, le lien de confiance, ça va vraiment offrir plein de confort pour l'enfant. Et aussi pour vous. Parce que quand je fais ça, moi aussi je m'offre une dose d'ocytocine. Parce que le lien, c'est pas seulement pour l'enfant, c'est aussi en lien avec moi. En tout cas, nous en tant que parents, si on arrive à rester calme et bienveillant quand l'enfant fait une crise, ça aide d'autant plus l'enfant à retrouver le calme en lui, en sachant que ça le sécurise, parce que si lui, il est déjà plein de stress dans son cerveau, et qu'il voit un adulte qui lui crie encore plus dessus, en fait, ça fait des véritables tempêtes émotionnelles dans son cerveau, il est incapable de faire face à ce qu'il est en train de vivre, et ça ne l'aide pas non plus à construire des schémas dans son cerveau qui pourront être utiles plus tard. Donc, dès que la crise a été dépassée, dès que l'enfant est sorti de cet état de crise où il ne peut même pas vous entendre, c'est-à-dire que quand un enfant se roule par terre, se tape, se mord, la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'être dans une présence de qualité infaillible, d'être à côté de lui et d'être juste là, présent. Ça peut vous paraître rien, mais pour l'enfant, c'est énorme. En sachant que ça ne sert à rien à ce moment-là de parler, il ne vous entendra pas.
Par contre, votre présence, ça fait exactement comme un bateau qui serait dans la tempête et qui voit le phare s'allumer là-bas au port, ça l'aide à revenir vers le port. Donc votre présence est réellement utile. L'enfant fait une crise énorme, elle s'arrête, vous êtes toujours à côté de lui. Et petit à petit, vous allez essayer de décrire de manière la plus objective possible ce qui s'est passé. Ça va vraiment l'aider, au fur et à mesure des expériences, à ne plus tomber dans la crise, mais à tout de suite mettre des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Se dire aussi que, effectivement, il y a une sorte de deuil pour nous, adultes, à faire. Parce que entre ce que j'avais prévu et ce qui va se passer réellement dans la journée, il y a toujours un delta très important. Donc à nous de ne pas avoir trop d'attentes, mais d'avoir quelque chose de joyeux à l'intérieur pour au mieux faire face à toutes les difficultés, de s'occuper d'un enfant qui est en plein apprentissage et qui est en train de découvrir la vie. À nous de lui montrer l'exemple, à nous de montrer ce qu'on attend petit à petit de lui, et garder en tête que les apprentissages, ça demande des répétitions. Et on va répéter les choses pendant des années et des années. Le cerveau est mature à 25 ans, donc on voit qu'on a encore beaucoup d'années de répétition devant nous. Donc, prenons conscience de la différence entre ce qu'on avait rêvé et la réalité, en prenant d'abord soin de nous, en acceptant que parfois on soit agacé, énervé, fatigué, qu'on ait envie de crier. Ça fait partie aussi de nous, notre stress. Donc comment je prends soin de ce stress en moi? De quelle manière j'évacue le stress sans crier sur un autre? D'essayer de voir de quelle manière concrète je peux au quotidien faire en sorte d'être le moins stressé possible. Parce que si la réalité du terrain, c'est qu'il y a trop d'enfants, par exemple si vous êtes professeur, il y a trop d'enfants dans les classes, ou vous êtes en crèche et il n'y a pas assez d'adultes par enfant, qu'il n'y a pas assez de budget, que les locaux ne sont pas adaptés et résonnent énormément. Tout ça, ça ne va pas du tout vous aider. Donc déjà, faire prendre conscience à ceux qui s'occupent de votre structure que les conditions ne sont pas suffisamment présentes pour que vous puissiez être au meilleur de votre forme. C'est extrêmement important de voir de quelle manière mon environnement joue sur moi, mon état. Et rester bienveillant avec nous-mêmes, nous les parents, la réalité du terrain, c'est que quand on devient parent, on le devient. On n'est pas né parent, on devient parent à l'arrivée du premier enfant dans la famille. Et on est directement propulsé sur le terrain avec parfois aucune expérience avant, en sachant qu'on s'appuie sur ce que nos parents ont fait avec nous ou ce qu'on a imaginé du rôle de parent et qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, une sacrée différence entre nos croyances et la réalité. Donc déjà, prendre soin de nous va être extrêmement nécessaire, ça va être la première pierre à poser. Et l'image que j'aime bien donner, c'est l'image du basilic qui a manqué un peu d'eau dans son pot et qui a les feuilles toutes rabougries. Et quand on lui met de l'eau, quelques heures après, ce basilic, il est resplendissant. Et se poser la question, est-ce que quand le basilic est en train de faner, est-ce que je m'énerve après lui en lui disant de se redresser, ou est-ce que je réponds à son besoin, là, son besoin vital d'être arrosé, pour qu'il puisse grandir et se réparer? C'est la même chose pour les enfants. On va essayer de répondre au maximum à leurs besoins. Et derrière chaque comportement, il y a un besoin qui est satisfait ou pas satisfait. Et c'est en répondant spécifiquement aux besoins de l'enfant qu'on va éviter de répondre à leurs désirs. Pour vous-même, pour conclure, j'aimerais vous dire d'essayer au maximum d'accepter que vous ne soyez pas une machine. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on aimerait toujours être dans une forme olympique et courir 30 km sans effort tous les jours, alors que c'est juste impossible. Enfin, en tout cas, pour la majorité des gens. Donc, bien comprendre que si on a mal dormi, si on a un virus, si on a mangé trop lourd la veille, qu'on a une contrariété, qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui fait que vous n'êtes pas au meilleur de votre forme,
bah, vous n'allez pas pouvoir non plus, dans la journée, être au meilleur de votre forme auprès des enfants. Et c'est totalement normal, on est juste des humains. L'idée, par contre, c'est de pouvoir le verbaliser auprès de l'enfant. Non pas en faisant sa psychanalyse auprès de l'enfant, mais en lui disant « Aujourd'hui, je me sens un peu fatiguée, donc je sens que j'ai un peu moins de patience que d'habitude. Donc, si tu me vois crier, tu peux me faire un signe, dire « Attention !» parce que peut-être que je vais pas m'en rendre compte. » Ou alors lui dire « Waouh, là j'ai crié, hein. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah là là, qu'est-ce que je suis fatiguée en ce moment. Je vais faire quelques exercices de respiration. Pardon d'avoir crié comme ça, t'as dû avoir peur. » Et on reprend le contact avec soi-même et on s'offre toute la bienveillance dont on a besoin. Donc, essayez au maximum d'être à l'écoute de votre jauge, un peu comme dans une voiture, les petites données qui vont s'allumer ou pas. Essayez de voir, est-ce que là aujourd'hui je suis à 100%, est-ce que là en fin de journée je suis qu'à plus que 5% et que je vais bientôt craquer. Et que puis-je faire là tout de suite maintenant pour recharger ne serait-ce que de 10%, pour essayer de relancer la machine et essayer de me sentir mieux et d'être le plus patient possible auprès des enfants. Gardons en tête que tous les enfants grandissent de façon différente et c'est très bien comme ça. Petite bibliographie, je vous conseille vraiment les livres d'Isabelle Filiosa. J'ai tout essayé pour les 1 à 6 ans. Il me cherche pour les 6 à 11 ans et pour ceux qui ont des ados, on ne se comprend plus, qui sont des excellents livres très faciles à lire. Et pour le blog, je ne peux que vous conseiller le blog de papapositif.fr que je conseille à chacune de mes conférences. C'est vraiment quelque chose de, pareil, facile d'accès, même si on n'a pas beaucoup de temps, la lecture, que ce soit des petits textes ou des vidéos, durent 5 minutes maximum. Et c'est vraiment facile de réactiver nos connaissances ou de faire des nouvelles découvertes sans passer 3 heures chaque jour. Merci à tous et à toutes. Merci à vous d'être allés jusqu'au bout de cette conférence à distance. N'hésitez pas à me transmettre vos questions dans la suite de cette conférence. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de pourquoi pas faire une nouvelle conférence avec vos questions. Ce serait vraiment chouette. Merci vraiment à tout le monde et à bientôt.